Bien, bonjour. Bon, je vais essayer de vous présenter l'explication linéaire de cette rencontre amoureuse au bal. Alors, je ne reprends pas les éléments d'introduction que l'on a posés sur le roman, ni sur cette rencontre. Donc, c'est une scène de bal. Et la problématique que je vous ai proposée, c'est finalement comment cette scène de bal se transforme en rencontre amoureuse. Alors, sachant que vous pouvez élargir en disant comment cette scène de bal se transforme en rencontre amoureuse tragique ou en rencontre ambiguë, puisque tout l'enjeu va être de montrer que ce n'est pas si simple. Alors, pour commencer, donc le premier mouvement, vous l'avez donc ici, deuxième mouvement là, troisième mouvement là. Donc c'est d'abord les préparatifs, l'action et ensuite les commentaires et les jugements sur toute la mise en scène qu'on vient de nous proposer. Il faut bien avoir en tête que Madame de Lafayette maîtrise parfaitement ce qu'elle fait. Son grand bonheur, c'est d'écrire et de parler d'amour. Et donc cette scène de bal est pour Madame de Lafayette l'occasion vraiment de faire voir tout son talent. La façon dont je vais expliquer ne reprend pas exactement l'écrit que je vous fais passer. Comme ça, vous pouvez utiliser l'écrit ou l'audio. Donc pour commencer, donc je rappelle qu'il s'agit dans ce premier mouvement de montrer qu'on a affaire à une scène de bal et à une scène de bal exceptionnelle et féerique. Sans rentrer dans les détails, je vous rappelle que nous avons donc un cadre spatio-temporel qui est celui du conte avec les personnages qui sont des rois et des princesses, un prince, deux Clèves, la dauphine, on a deux Guises, on a le duc, on a deux Nemours, donc on est bien dans l'aristocratie. On est aussi dans un palais avec Royal et le Louvre. Et les personnages sont en plus parés pour une soirée de bal avec le soir qui est le moment du mystère dans les contes merveilleux. Ils sont donc accessoirisés de manière à être parfaits et vous avez donc dès le départ un portrait élogieux de Madame de Clèves et ensuite de Monsieur de Nemours à travers les propos rapportés par la dauphine. C'est-à-dire que le portrait élogieux de Monsieur de Nemours est fait à travers les yeux de Madame la Dauphine et non pas directement. Ce sont des paroles rapportées pour créer le désir. Alors, Monsieur de Nemours est présenté d'abord comme un homme parfait. Vous pouvez prendre par exemple ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour, avec donc l'hyperbole qui montre qu'il a toutes les qualités requises pour être un homme du monde, le fait aussi que vous voyez à tout le monde, à la cour, et cette façon de présenter Monsieur de Nemours comme étant le centre de l'attention. Vous avez aussi l'effet d'attente qui est créé pour Madame de Clèves comme pour le lecteur par Madame la Dauphine. Lui en avait parlé tant de fois, lui avait dépeint, c'est-à-dire que le discours a valeur de faire imaginer, donc créer une image dans l'esprit de Madame de Clèves et montrer ses talents et ses nombreuses qualités. Donc, Madame la Dauphine crée pour Madame de Clèves un effet d'attente souligné par la curiosité et l'impatience. L'idée est donc de le voir et non pas forcément de lui parler ou de le connaître. Dans la littérature précieuse, la vue entraîne l'amour. Après, vous avez « Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle ». On est bien dans la préparation pour montrer l'importance de ce moment. Pour nous, ce moment est important parce qu'il marque le début de l'amour entre les jeunes gens, mais pour la princesse, le fait qu'elle passe tout le jour à se parer montre que c'est un moment solennel et exceptionnel. Elle va à la cour. On vous précise que c'est un festin royal, que c'est au Louvre, donc on est dans un cadre festif et le cadre du château. Ce cadre ressemble à une mise en scène de la part de Madame de Lafayette. On peut parler de dramatisation
de l'action. Vous voyez qu'on est bien sous les yeux, hein, la mise en scène montre et attire notre regard de lecteur sur la jeune femme. Et ensuite, elle tourne à Evie un homme, notre attention sera portée sur le jeune homme. Monsieur de Nemours apparaît là aussi un tout petit peu plus loin. Il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle. Donc, elle apparaît par la vue. Lui, il apparaît par le son et par l'ouïe. C'est-à-dire que les deux protagonistes nous sont présentés par l'intervention des sens, alors même que dans le classicisme, le but n'est pas d'écouter les sens, mais de les maîtriser par la raison. Le classicisme a pour but la mesure et l'harmonie en respectant des règles et en luttant par la raison contre les passions. Donc la sensualité, les différents sens, au XVIIe siècle dans le classicisme, doivent être contrôlés par la raison. Et donc vous voyez que tout est mis en place pour que nous soyons, en tant que lecteurs, attirés par ces deux personnages et attirés au niveau des sensations et non pas au niveau de la raison. Le cadre féerique et les différents sens évoqués créent pour nous une apparition féerique et merveilleuse, propice à la passion, mais pas du tout à la réflexion rationnelle. Madame de La Fayette nous fait rêver à la rencontre de deux êtres exceptionnels. Je rappelle aussi que la mise en scène passe par l'utilisation du passé simple lorsqu'elle arriva, et ensuite il se fit un assez grand bruit qui montre et qui met au premier plan les deux protagonistes. Vous pouvez noter à la fin que cette rencontre va se faire devant le roi. Le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. L'injonction, hein, le discours, c'est du discours indirect. Au discours direct, ça serait le roi lui cria, prenez celui qui arrive. Donc vous voyez que le ton injonctif du roi rappelle le pouvoir de cet homme, le pouvoir aussi élargi de la cour, et le fait que Madame de Clèves comme Monsieur de Nemours ne sont pas libres de leurs mouvements, comme ils ne seront pas libres d'aimer qui ils veulent. Ce premier mouvement nous permet donc d'établir un cadre féerique, deux personnages exceptionnels, magnifiques et beaux. Je rappelle que la beauté physique au XVIIe siècle est le reflet de l'âme et donc d'une perfection morale. Cette mise en scène et cette dramatisation de l'entrée des deux protagonistes dans le bal éclot par l'intervention du roi qui rappelle que c'est lui le metteur en scène et que c'est lui qui ordonne ce qu'il faut faire quand on est au bal et quand on est à la cour. Le deuxième mouvement est l'action, la danse et la naissance de l'amour. Le coup de foudre est organisé par Madame de La Fayette par la coordination des deux verbes se tourna et vit qui met sur le même plan les deux actions. La vue est ce qui déclenche l'amour dans ce langage courtois que réutilise et réinvestit Madame de La Fayette, et donc l'amour est immédiat au moment même où elle voit, donc COD, un homme avec l'article indéfini. Pour l'instant, il n'est pas présenté avec son identité. Ce qui est important, c'est finalement la litote qui suit. Elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, avec la restriction qui montre évidemment qu'elle sait parfaitement qu'il s'agit de Monsieur de Nemours. Vous pouvez noter l'anecdote de la proposition subordonnée relative qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait, qui dramatise là aussi l'entrée de Monsieur de Nemours avec une référence chevaleresque aux actions des hommes amoureux qui servaient la femme et leur dame pour se montrer à elle sous leur meilleur jour et qui accomplissaient donc des exploits. Monsieur de Nemours, dans cette action chevaleresque dégradée, puisque plutôt que des combats, il s'agit de vaincre des sièges, est ici un sourire de la part de Madame de La Fayette qui nous rappelle aussi qu'elle sait parfaitement utiliser les codes et nous faire jouer avec ces codes.
Le coup de foudre est immédiat et violent. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Vous voyez que cette phrase-là est parallèle à la suivante, mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours, d'ailleurs, fut tellement surpris, vous avez la reprise, hein, le féminin surprise pour Madame de Clèves, en miroir avec surpris, c'est aussi un polyptote, de Monsieur de Nemours. Le parallèle entre le miroir de ces deux adjectifs, surprise, surpris, est repris aussi par le parallélisme de construction. Il était difficile, mais aussi la litote, de n'être pas surprise sans avoir un grand étonnement. Et les doubles litotes montrent que les deux jeunes gens sont pris par une émotion qui les dépasse. La surprise et l'étonnement sont des notions beaucoup plus fortes au XVIIe siècle qu'aujourd'hui. Cela vraiment signifie que la personne est sous le choc avec le prix là, qui vient de prendre et qu'il ne peut pas faire autrement que de ressentir une sensation qui le dépasse. Et l'étonnement peut aller même jusqu'à l'effroi et une forme de paralysie, c'est-à-dire que M. de Nemours ne peut pas lutter contre l'émotion qu'il ressent. L'adjectif grand venant intensifier cet étonnement et la sensation inédite que ressent M. de Nemours pour cette jeune femme. Le choc est à la hauteur des portraits élogieux du premier mouvement. La passion qui vient de naître est elle aussi absolument irrésistible. Le coup de foudre laisse place aux sensations et aux émotions. La passion apparaît. Au XVIIe siècle, il s'agit de lutter contre les passions et vous voyez que cette passion naissante est présentée comme Madame de Lafayette comme absolument irrésistible. Le vocabulaire de la vue indique que dans la tradition courtoise, comme nous l'avons déjà dit, Madame de Lafayette introduit la notion de vue qui est la première étape de l'apparition de l'amour. La deuxième étape étant la parole et la troisième étape étant le fait de pouvoir se toucher. On appelle ça les gradus amoris. Dans tout ce mouvement, il s'agit de voir l'un et l'autre et d'être saisi par la beauté. L'air brillant de M. de Nemours, qui apparaît à cet endroit-là, est évidemment une métaphore pour indiquer que l'apparence physique de M. de Nemours attire les regards non seulement de la cour, mais aussi de la jeune femme. De la même façon, la jeune femme est le sujet de l'admiration de M. de Nemours, à cet endroit-là, et vous voyez qu'il ne put s'empêcher de donner, on a de nouveau une litote, pour indiquer à quel point M. de Nemours est sous le charme. Nous avons donc l'impression d'un charme amoureux qui opère, comme la divinité, Cupidon, lançait ses flèches sur les amoureux. La brutalité du choc amoureux est ainsi perçue et rendue par Madame de Lafayette comme étant un moment qui va rendre une émotion tellement forte que ce qui a eu lieu avant et que ce qui était vrai avant ne va plus l'être. C'est irréversible, c'est irrésistible, mais aussi irréversible. Les deux personnages semblent ainsi perdre le contrôle de leur raison et se laisser guider par leur passion. Vous voyez qu'en fait, le moment où le roi leur demande de danser, ici, et le moment où dans le récit, ils commencent réellement à danser, est finalement retardé par une description extrêmement précise des mouvements de l'âme des deux protagonistes. Madame de Lafayette ne s'intéresse pas uniquement aux actions, mais principalement au désordre de l'âme créé par la rencontre amoureuse. Le passé simple met au premier plan cette danse, avec quand ils commencèrent à danser, proposition subordonnée circonstancielle de temps, et vous voyez que la principale
est intéressante parce qu'il s'agit de la cour et des commentaires de la cour sur les deux amoureux. Il s'éleva dans la salle un murmure de louange. Vous voyez que là, de nouveau, on a une utilisation d'un verbe impersonnel pour indiquer que la cour est un ensemble collectif indéterminé. Immédiatement précisé par le roi au singulier et les reines au pluriel pour indiquer la puissance collective de l'aristocratie et le regard que porte la cour sur cette danse. Les murmures de louange, on est sur un discours positif et finalement ce discours positif et cette satisfaction de la cour va être contrebalancé ensuite par l'intervention de Madame la Dauphine dans le troisième mouvement. On peut juste préciser que de nouveau la cour va juger singulier de les voir, on a encore le verbe voir, danser ensemble, et vous voyez qu'on est dans chose, quelque chose de singulier. Le sentiment amoureux n'est pas encore défini, mais par contre il est présenté comme étant unique et différent des autres. C'est aussi pour rappeler que le poids de l'individu n'est rien par rapport au poids de la collectivité. Se singulariser et sortir du collectif, de la cour et d'un poids social n'est pas si simple et amorce une question que le lecteur peut se poser, c'est Monsieur de Nemours et la princesse de Clèves vont-ils pouvoir vivre leur amour ou pas? Et le fait que ce soit singulier et non pas reconnu par tous comme étant autorisé n'est pas forcément bon signe. Dans le troisième mouvement, une fois que nous avons vu donc, dans ce mouvement-là que l'action était la danse, mais surtout le coup de foudre amoureux créé par la rencontre et par la vue, il s'agit maintenant du troisième temps de ce texte, au moment où la conversation, une fois la danse finie, se met en place. Il est à noter que la conversation galante qui se met en place ne se met pas en place entre les deux interlocuteurs. De la même façon que la préparation avait été faite par Madame la Dauphine, et le discours était celui de Madame la Dauphine, que la danse avait été organisée par le roi, mais que Monsieur de Nemours et la princesse ne s'étaient pas parlé, l'échange qui suit n'est pas un dialogue entre les deux protagonistes, mais à aucun moment ils ne se parlent. De la même façon qu'à aucun moment ils ne s'étaient vus et nous n'avons dit qu'ils échangeaient des regards. Donc leur rencontre est en permanence médiatisée par un tiers et l'intimité n'est pas possible. Et cette absence d'intimité rappelle au lecteur qu'ils sont sous les yeux de la cour. Donc le troisième moment, c'est cette conversation galante qui est en fait symbole du piège dans lequel Monsieur de Nemours et surtout la princesse vont tomber. Dès le départ, vous voyez qu'on nous rappelle le poids des rois et reines, puisque sans leur donner le loisir de parler à personne, ils leur demandèrent. C'est la cour qui guide les pas et les paroles des deux personnages. Depuis le début, il n'y a aucune liberté laissée à la princesse, ni à Monsieur de Nemours. Le discours indirect, introduit par le verbe demander, en fait c'est une interrogative indirecte, si on vous pose la question. Vous en avez deux. S'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et vous avez la deuxième, s'ils ne s'en doutaient point. Donc les deux interrogatives indirectes ont un côté un peu fin, c'est-à-dire que Madame la Dauphine est dans la feinte, puisqu'elle sait très bien que la réponse de Madame de Clèves serait oui, puisque au début de l'extrait, on vous a rappelé que Madame la Dauphine avait créé la curiosité et l'impatience. Donc vous voyez bien que la question de la Dauphine est une feinte. Il s'agit donc d'un jeu galant et d'une conversation qui n'a pas juste un sens premier, mais aussi un sens second. C'est Monsieur de Nemours, donc les tirets que vous avez là, par contre, indiquent un discours direct. D'abord
avec le verbe en incise, Monsieur de Nemours, ensuite Madame la Dauphine, et ensuite Madame de Clèves, et ensuite répondit Madame la Dauphine. D'accord? C'est un dialogue. Donc vous avez d'abord le discours indirect, et ensuite vous avez le discours direct avec des verbes en incise pour nous indiquer qui parle. La cour est donc celle qui organise le dialogue et qui distribue la parole. C'est donc une force. La cour se pose comme une force supérieure et qui est celle qui organise les propos, mais aussi les réactions. Moi, je trouve ce jeu légèrement cruel, en fait. Et Monsieur de Nemours est un parfait gentleman, nous pourrions dire. Il maîtrise parfaitement les codes galants et il va faire un compliment à Madame de Clèves. Je n'ai pas d'incertitude. La litote vaut assertion forte, qui est « je sais parfaitement qui est la jeune femme », tout en ménageant Madame de Clèves, qui est une épouse, et tout en notant qu'il sait qu'elle est mariée. Et c'est « je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom ». Vous voyez que là aussi, c'est la dauphine qui est celle qui va identifier et désigner à Madame de Clèves qui est Monsieur de Nemours. C'est-à-dire que même dans le fait de reconnaître, tant que la dauphine n'a pas donné le nom de l'un et de l'autre, Madame de Clèves ne peut pas reconnaître officiellement Monsieur de Nemours, même si nous savons pertinemment que ça y est, elle l'a reconnu. Mais tant que Madame la Dauphine n'a pas identifié et nommé la personne, il n'est pas connu d'elle. Et vous voyez que la cour prend de plus en plus de poids dans cette scène. Les personnages ont l'obligation de dissimuler en permanence leurs propos. La dauphine précise, elle le sait, donc elle parle à la troisième personne de la jeune femme qui est quand même face à elle, elle le sait aussi bien que vous savez le sien, et cette phrase va obliger Madame de Clèves à mentir. Je vous assure que je ne devine pas si bien que vous pensez. En tant qu'honnête femme mariée, elle ne peut absolument pas affirmer qu'elle reconnaît Monsieur de Nemours. Par contre, la proposition subordonnée relative qui paraissait un peu embarrassée, son corps, ses intonations, son visage trahissent ses sentiments. Madame de Clèves est une jeune femme qui arrive à la cour et qui ne connaît pas encore le jeu de la conversation mondaine et galante. Elle est donc prise au piège par l'assertion de Madame la Dauphine et elle ne peut que nier qu'elle le connaît, puisque si elle affirmait devant la Dauphine qu'elle le connaissait parfaitement, alors elle avouerait qu'elle a été séduite déjà par ce personnage, puisque Madame la Dauphine lui a présenté comme l'homme le mieux fait au monde. Elle a créé le désir chez elle. Donc si Madame de Nemours a reconnu dans si Madame de Clèves, beau lapsus, si Madame de Clèves a reconnu dans Monsieur de Nemours l'homme le mieux fait au monde, alors elle reconnaît qu'elle l'aime et qu'elle est tombée sous le charme de cet homme. Donc en fait, elle est prise en flagrant délit de mensonge, ce qui est particulièrement désagréable pour cette jeune femme qui ne connaît pas encore tous les codes de la cour. L'aveu est déjà involontaire et crée une situation déséquilibrée entre la princesse de Clèves et la dauphine. La princesse respecte quand même les bienséances, elle dit évidemment qu'elle ne le connaît pas, mais sa pudeur est mise à nu devant la dauphine qui semble plutôt s'en amuser et faire un spectacle de cette pudeur de la princesse. Quand elle lui précise « vous devinez fort bien », elle contredit donc la pudeur et la bienséance de Madame de Clèves. Elle lui fait dans un premier temps des compliments, il y a même quelque chose d'obligeant et à ne pas vouloir avouer, donc elle lui indique qu'elle reconnaît son sens de l'honneur et sa bonne conduite vertueuse d'épouse, mais juste après, que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu,
elle affirme quand même que la princesse a parfaitement reconnu cet homme et qu'elle sait qui elle est. Le silence de Madame de Clèves face à l'identité de Monsieur de Nemours est mis à jour par la dauphine qui n'accepte pas que la princesse se cache et elle souhaite lui faire savoir qu'elle est celle qui décide ce qui est caché ou ce qui est montré. La princesse est donc face à une passion naissante et irrésistible et irréversible. Elle est aussi face à un pouvoir et à un jeu social qui la domine et qui règle ses actions et ses paroles. Le caractère tragique du roman apparaît dès cette scène de rencontre. La scène de rencontre amoureuse, qui devait être une scène féerique et merveilleuse, est finalement une scène qui amorce le tragique. Pour conclure, on peut dire que Madame de Lafayette nous fait passer de la féerie d'un bal avec des princesses le soir dans un château pour nous faire voir finalement les jeux sociaux de la cour et le pouvoir de la cour sur le cercle mondain. Madame de Clèves paraît ici le jeu de la dauphine est prise au piège par sa passion individuelle, amoureuse, mais aussi par le jeu social dont elle ne maîtrise pas tous les tenants ni tous les aboutissants. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon courage pour finir de faire cette explication linéaire.